Eh bien, bonjour à toutes et à tous qui participaient à ce webinaire. Webinaire donc, qui a pour titre, je vous le rappelle, ETF, s'associer pour s'adapter, les statuts juridiques décryptés. Alors, merci de votre participation et de votre intérêt pour le sujet. On va commencer sans plus tarder par vous rappeler un peu le contexte qui a conduit FIBOA Normandie à mener cette étude. Premier élément, décembre 2020, sortie du programme régional de la forêt et du bois de Normandie, dans lequel il est clairement explicité que la filière doit œuvrer à la promotion de solutions de regroupement et de mutualisation pour les entreprises de travaux forestiers. Un an plus tard, décembre 2021, sort le rapport Entreprises de travaux forestiers, quel profil à l'avenir? Donc rapport commandité par le ministère de l'Agriculture, et la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires, rapport rédigé par un cabinet de conseil, 1630 Conseil, et rapport qui indique les choses suivantes, qui met en lumière la culture du travail individualiste et la faible capacité de regroupement des ETF partout en France, et la nécessité de renforcer cette coopération entre ces entreprises via la constitution de réseaux, de groupements, vous appelez ça comme vous voulez, formels et informels. Et puis, on poursuit avec l'année 2024 où, pour plusieurs raisons, les conditions météorologiques en grande partie, mais également la hausse des coûts de production, la hausse du coût d'achat des machines, etc., font que aujourd'hui, à travers toute la France, de nombreux ETF sont en difficulté face à cette conjoncture défavorable. Donc c'est dans ce contexte-là, un peu morose, que a été initiée cette étude. Alors vous voyez, j'illustre un petit peu ce contexte récent par quelques articles de presse, mais voilà, globalement, dans presque toutes les régions de France, peut-être le sud-est mis à part, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il pleut presque sans discontinuer, et donc c'est autant de chantiers qui ne peuvent pas avoir lieu, et donc autant de manques à gagner pour les ETF partout sur le territoire, avec des dynamiques économiques qui peuvent être assez alarmantes dans certains cas, perte de trésorerie, et puis risque de mettre la clé sous la porte. Alors, maintenant qu'on a le contexte, on va s'attarder un peu sur les objectifs de cette étude. Alors, je commence par une petite citation que j'ai trouvée et traduite donc de Charles Darwin, pour montrer un petit peu le rôle que peut jouer la coopération, la collaboration dans les processus naturels de l'évolution. Je vais vous la reprendre. Dans la longue histoire du genre humain et du règne animal, ce sont ceux qui ont appris à collaborer et à improviser efficacement qui l'ont emporté. Alors dans les deux cas, collaborer et improviser, et ben ça s'apprend. Ça tombe pas du ciel, même s'il y a le mot improviser, improviser, ça s'apprend. Et donc pour apprendre ça, pour acculturer un peu les ETF aux formes de collaboration, FIBOA Normandie a un petit peu voulu balayer le portrait de toutes les formes de groupement qui s'offrent à vous, et peut s'investir à vos côtés si vous souhaitez vous engager dans une de ces formes de coopération. Donc voilà, les objectifs, ils sont là en 3 points. Face aux difficultés et aux incertitudes auxquelles font face les ETF, la collaboration est un moyen de s'adapter et de dépasser ces difficultés. Ce n'est pas la solution miracle, c'est une solution à prendre en compte comme d'autres, mais c'est une solution souvent très méconnue par les ETF, et c'est pour ça que cette étude est là pour y répondre. Cette étude a la vocation à faire connaître les formes juridiques de collaboration utilisables par les ETF, mais surtout à apporter les témoignages d'ETF y ayant eu recours. Pardon. Le tout, c'est pas de vous dire, de vous dresser la liste de voilà ce que vous pouvez faire comme forme de groupement. C'est aussi de donner la parole à des entreprises comme les vôtres, qui par le passé ou actuellement y ont eu recours ou y ont toujours recours, pour vous montrer que c'est possible, que ça peut avoir un intérêt. Certaines entreprises ont pu un peu essuyer les plâtres avant de trouver la bonne forme de groupement. Mais voilà, c'est plutôt de donner la parole à d'autres ETF qui s'adressent à vous, plutôt que d'avoir une approche très descendante,
Voilà, je vous montre les formes juridiques, maintenant à vous de vous les approprier. Et au final, cette étude, elle sert à constituer un socle juridique pour les ETF qui souhaiteraient se lancer dans une collaboration ou bien en renforcer une. C'est une étude qui sera toujours disponible. Fibois Normandie, on sera toujours disponible pour répondre à vos interrogations sur les formes de groupement les plus adaptées à votre cas de figure. Et voilà, et on va se baser en grande partie sur les résultats de cette étude pour mener ces travaux. La méthodologie, elle est relativement simple. Dans un premier temps, il y a eu un gros travail de bibliographie pour identifier l'ensemble des formes juridiques pertinentes, formes juridiques de groupement permettant la mutualisation de salariés, de matériel ou bien d'autres ressources. Dans un deuxième temps, une fois ces formes juridiques identifiées, eh ben, il a fallu s'entretenir avec des acteurs compétents sur le plan juridique, donc des structures qui étaient à même de présenter clairement chaque forme juridique, en mettant en avant les écueils à éviter, comment on s'y prend pour constituer tel groupement, etc. Et dans un dernier temps, je suis parti un peu à la pêche aux ETF à travers toute la France pour trouver des entreprises de travaux forestiers ou sylvicoles qui ont déjà opté pour l'une ou l'autre des formes de groupement identifiées. Alors, maintenant qu'on a posé ce cadre, on va pouvoir vous présenter un petit peu les résultats, en tout cas les formes juridiques qui ont retenu notre attention parce qu'elles peuvent présenter un intérêt pour les ETF. Elles sont au nombre de 3. Alors, il y a beaucoup de G et de E dedans, donc on va essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux. La première, c'est le GME, groupement momentané d'entreprise. La deuxième, le GIE, groupement d'intérêt économique. Je me rends compte que j'ai oublié intérêt sur la diapositive. Et le GE pour groupement d'employeurs. Alors, cette étude, on l'avait aussi pensée au début pour voir comment dupliquer le modèle CUMA au milieu des ETF. Et en fait, très vite, au cours de l'étude, il s'est avéré que le modèle CUMA n'est pas duplicable tel quel aux ETF, puisque le matériel propriété d'une CUMA ne peut pas être utilisé par ses adhérents pour faire des prestations de services sur d'autres chantiers. Il peut servir uniquement sur les chantiers ou sur les exploitations de ses adhérents. Ça veut dire que le modèle CUMA est tout à fait duplicable pour des exploitants forestiers qui veulent mutualiser du matériel pour exploiter en propre leur bois. Par contre, des prestataires de services ne peuvent pas faire de la prestation de service avec du matériel appartenant à une CUMA. Donc très vite, le modèle CUMA a été écarté du champ de cette étude. Alors on va reprendre les 3 groupes un par un et aller un peu plus en détail. Je ne vais pas non plus vous assommer sous des termes juridiques ou des processus pour créer ces entreprises. Là, le but, c'est vraiment de vous donner les cartes d'identité de ces 3 formes de groupement. Et puis derrière, bah, on reste à votre disposition pour creuser un peu ensemble, vous mettre en relation peut-être avec des entreprises partout en France qui ont opté pour ces formes de groupement, et les questions que vous vous posez, elles se les sont posées à un moment donné également. Alors, le GME, groupement momentané d'entreprise, pour chaque forme de groupement, je rappelle en sous-titre les articles de loi qui instituent cette forme de groupement. Et le groupement momentané d'entreprise, c'est un accord momentané entre des entreprises, au moins 2, pour élaborer une offre commune en réponse à un marché. Alors le GME, finalement, c'est ce qui s'appelle également la cotraitance. C'est ce qui vient institutionnaliser cette cotraitance. Elle est régie par une convention établie par ses membres, et le GME, il peut prendre 2 formes juridiques possibles. Alors je vais m'attarder un petit peu sur ce point en détaillant la forme juridique conjointe et la forme solidaire. Donc le GME conjoint, dans ce cas-là, tous les membres du GME sont responsables uniquement de la prestation qu'ils s'engagent à faire, et ils ne sont pas responsables de la prestation de leurs co-traitants si ces derniers sont défaillants pour quelque raison que ce soit, s'ils ne sont pas en mesure d'assurer leurs prestations, eh bien c'est pas aux autres membres de groupement d'y pallier, c'est aux clients, donc aux clients du groupement, l'exploitant forestier, le gestionnaire, c'est à ce client de pallier, donc de trouver
un nouveau prestataire pour assurer la prestation qui ne peut pas être assurée. Deuxième forme, c'est le GME solidaire. Alors, dans cette forme-là, par contre, toutes les entreprises membres du GME sont solidaires entre elles des prestations qu'un ou une de ses membres ne peut pas réaliser. Donc, c'est peut-être plus de complexité pour les membres du GME, parce que ça veut dire que, je prends le cas d'un bûcheron et d'un débardeur qui constituent un GME pour répondre à un appel d'offres, ils remportent cet appel d'offres, et sur un des chantiers, pour quelque raison que ce soit, le débardeur ne peut pas assurer le chantier. Le GME solidaire, enfin dans le cas d'un GME solidaire, c'est au bûcheron de trouver une autre entreprise qui assurera dans les mêmes conditions la prestation de débardage que celle qui était prévue par le membre initial. Donc c'est peut-être plus de contraintes pour les entreprises membres du GME. Par contre, et on peut le comprendre, c'est une garantie supplémentaire pour le client qui, lui, ne risque pas de se retrouver dans la panade, à devoir trouver à la va-vite un nouveau prestataire pour une prestation qui était censée être réalisée par une autre entreprise. Donc c'est vraiment aux membres du GME de voir la solution, en tout cas de placer le curseur au bon niveau entre simplicité pour nous, entreprises, et garantie apportée aux clients. Dans un GME, il doit y avoir un mandataire qui est nommé parmi les membres du GME. Ce mandataire, ce sera l'interlocuteur du client, le coordinateur des prestations et le gestionnaire administratif et financier des opérations. Alors, ça peut paraître un peu lourd. Au final, ça reste assez simple, hein. C'est surtout le rôle d'interlocuteur et de coordinateur des prestations. Et puis le gestionnaire administratif et financier. Alors là, tout est possible, hein. Soit c'est les travaux du GME qui sont facturés, soit chaque entreprise du GME facture au client. Tout est possible dans ce cas-là. Et puis le GME, puisqu'il est momentané, eh ben, il prend fin dès lors que le marché pour lequel il s'est constitué est achevé. Voilà pour la fiche d'identité du GME. Sur cette diapositive, on reprend un peu les atouts et les inconvénients. Les atouts, bah, c'est la mise en commun de moyens humains et matériels le temps d'un marché en conservant son autonomie. Donc c'est ça qui peut plaire, c'est que c'est pas une forme de groupement très engageante sur la durée. C'est juste on met nos forces en commun le temps d'un chantier et on vient l'institutionnaliser. Ça permet d'accéder à des marchés auxquels séparément l'entreprise n'aurait pas eu la capacité technique et ou financière de répondre. Et le dernier point, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette distinction entre GME conjoint et solidaire. Le GME solidaire, il est peut-être plus complexe, en tout cas il peut rebuter peut-être plus d'entreprises, mais il apporte des garanties solides aux clients et peut faciliter l'obtention d'un marché. Les points de vigilance à avoir vis-à-vis du GME sont les suivants, c'est s'assurer de la solvabilité des membres du GME en cas de groupement solidaire. Voilà, il faut opter pour le groupement solidaire si on est sûr des autres membres du groupement, s'il y a une vraie relation de confiance entre les membres du groupement. L'autre point de vigilance, ça peut être la charge de travail administratif supplémentaire supportée par le mandataire. Alors, je reviens un petit peu sur la distinction entre GME et cotraitance. En fait, le GME, c'est la forme un peu juridique officielle de la cotraitance. Quand vous répondez à un marché en cotraitance, ben, il y a le fameux formulaire DC1 dans lequel toutes les entreprises cotraitantes doivent renseigner leurs informations, désigner un mandataire. Mais ça suffit pas, remplir un DC1, ça suffit pas pour constituer un GME. Il faut en plus que ces entreprises se dotent d'une convention, donc j'en parlais juste là, la convention constitutive du GME établie entre ses membres. Alors, sur ce point-là, Fibois, on peut tout à fait vous accompagner pour rédiger des conventions de GME où voilà, on a des modèles qui pourront être dupliqués à vos spécificités, à votre activité. Voilà, mais c'était un petit rappel sur le formulaire DC1 ne suffit pas à constituer un groupement momentané d'entreprises. Je passe maintenant à la deuxième forme de groupement,
qui est le groupement d'intérêt économique. Là encore, vous avez le rappel des textes de loi. Et le groupement d'intérêt économique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une personne morale à part entière. Là où le GME n'avait pas de statut juridique, c'était juste un accord, une convention passée entre des entreprises. Là, le GIE, il a un statut juridique à part entière. C'est une personne morale unique. Statut juridique qui se trouve à mi-chemin entre celui de la société et celui de l'association. Et le GIE, qu'est-ce qu'il permet? Il permet la mise en commun d'activités et ou de moyens par des entreprises souhaitant développer leur activité économique tout en conservant leur indépendance. Donc on est à peu près sur les mêmes objectifs que le GME, mais cette fois-ci, on est sur un temps plus long. C'est pas au marché uniquement, c'est pas le temps d'un marché qu'on se regroupe, il y a un regroupement plus long dans le temps. Pour constituer un GIE, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut un contrat constitutif, en plus des statuts juridiques. Donc, contrat dans lequel vont figurer la dénomination, GIE, son objet, pourquoi il se constitue, la liste de ses membres, les modalités de fonctionnement et les modalités de dissolution du GIE. Comme pour un GME, il faut au moins 2 membres pour constituer un GIE. Et contrairement au GME, eh ben là, il y aura besoin de désigner un ou plusieurs administrateurs qui viendront administrer le GIE. La particularité par rapport à un GME, c'est qu'un GIE peut embaucher des salariés. Ils seront salariés du GIE et qui pourront être mis à disposition de ses membres. À savoir, c'est que les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes. Donc si le GIE a des dettes, eh bien, c'est à ses membres de les prendre à leur compte. Alors ça, c'est des choses qui sont prévues dans le contrat constitutif. Hein. Si une entreprise rejoint plus tardivement le GIE, elle n'a pas à être responsable des dettes qui étaient contractées avant qu'elle n'intègre le GIE. Donc ça, ce sont des choses à prévoir dans le contrat constitutif. Alors, voilà un petit peu pour une présentation succincte du GIE. Les avantages et les inconvénients, les gros avantages, c'est la mise en commun des compétences et des moyens humains, tout en conservant son indépendance. Donc ça rappelle le GME, mais c'est sur un pas de temps beaucoup plus long. Ça permet d'accéder à des marchés plus importants que via des GME. C'est une façon aussi de partager les coûts pour les activités communes et c'est un régime juridique très souple. Alors, je reprends juste le partage des coûts pour les activités communes. Le GIE peut tout à fait acquérir du matériel qui sera utilisable par ses membres. Là où, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, la CUMA ne permettait pas de faire des prestations euh, avec le matériel de la CUMA, on peut tout à fait envisager plusieurs ETF qui constituent un GIE et qui, via ce GIE, achètent une déchiqueteuse, un broyeur à plaquettes. Et ce broyeur à plaquettes, eh ben, il permet à tous les membres du GIE de proposer à leurs clients une prestation de broyage de plaquettes supplémentaire. Et là, le coût de la déchiqueteuse est mutualisé et c'est l'ensemble des membres du GIE qui, par l'achat de ce matériel, peuvent développer leur activité économique propre. Les points de vigilance sur le GIE, c'est vraiment la nécessité d'une coopération et d'un objectif bien partagé par l'ensemble de ses membres. Ça ne peut durer que sur la confiance vraiment forte entre ses membres, et ça, c'est bien à prendre en compte. Et ce qui est à prendre en compte aussi, c'est cette histoire de responsabilité solidaire et indéfinie des membres du GIE. Alors, maintenant qu'on a dit ça, GME, GIE, à mon sens et au sens des personnes que j'ai pu interroger dans cette étude, le GIE, il doit être envisagé dans un deuxième temps pour des entreprises qui ont déjà l'habitude de collaborer entre elles, notamment dans le cadre d'un GME. C'est parce qu'on est plusieurs entreprises qu'on a l'habitude, on se connaît bien, on a l'habitude de fonctionner en GME pour répondre à des marchés. On a la vocation d'aller un cran au-dessus dans la mutualisation pour notre développement économique. Et bien là, on peut passer à la case GIE. Mais vraiment, ça paraît un petit peu, alors je ne vais pas dire risqué, parce que c'est pas du tout le mot, mais
Vraiment, la clé du succès d'un GIE, c'est la confiance entre ses membres, et cette confiance, elle se développe parce qu'on a une habitude au préalable de travailler ensemble. Donc, le conseil, ce serait d'abord des GME. Si vous voulez aller au-delà, le GIE, mais dans un second temps. On va poursuivre avec la dernière forme de groupement, qui est le groupement d'employeurs. Alors, le groupement d'employeurs, défini par le Code du travail, il peut avoir deux statuts juridiques différents, soit une association loi 1901, soit une société coopérative. Le groupement d'employeurs, il est piloté par un conseil d'administration et son objet, c'est l'embauche de salariés mis à disposition des adhérents du groupement d'employeurs. Alors, comment ça se passe? C'est le groupement d'employeurs qui embauche des salariés, donc les rémunère, et met ces salariés à disposition des adhérents et facture à chaque adhérent cette mise à disposition en fonction des heures effectuées. C'est le groupement d'employeurs donc qui verse les salaires, qui s'affranchit des charges et qui garantit les formations des salariés. Donc ça peut être les formations sauveteurs secouristes au travail, AIPR, tout un tas d'autres formations. Mais voilà, c'est le GE, l'employeur. Le salarié, il va bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. Donc quand un salarié du GE va passer quelques semaines pour faire des chantiers dans l'entreprise X du GE, eh ben, il doit être traité d'un point de vue salaire, d'un point de vue droit du travail, de la même façon que les autres salariés de l'entreprise X en question. Comme pour le GIE, les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisation obligatoires. Voilà pour le fonctionnement. Alors, il a un avantage assez certain, celui-ci, cette forme de groupement, c'est que le chef d'entreprise, il va disposer d'un personnel stable, fidélisé et expérimenté selon sa charge d'activité. C'est-à-dire que le GE, le groupement d'employeurs, quand il va recruter des salariés, il va s'assurer que ces salariés sont à même de répondre à l'ensemble des travaux assurés par les membres du groupement d'employeurs. Et donc ça permet au chef d'entreprise adhérent du groupement d'employeurs d'être un peu tranquille sur son recrutement. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui fait le recrutement, lui, il va payer une prestation, mais il sait que le salarié qui sera mis à sa disposition aura fait l'objet d'un recrutement préalable par le groupement d'employeurs et que ses compétences auront été reconnues. Et donc ça, c'est une vraie garantie pour le chef d'entreprise. Il y a aussi une garantie pour le salarié qui va bénéficier d'un emploi stable à plein temps et d'un salaire assuré. Son contrat de travail, il le passe avec le groupement d'employeurs et puis il va aller d'une entreprise à une autre. Il y a même le cas où parfois des entreprises adhérentes d'un groupement d'employeurs prennent des salariés du groupement d'employeurs à temps plein au sein de leur entreprise, c'est-à-dire qu'elles préfèrent finalement payer la prestation plutôt que d'embaucher. Ça arrive. Et ça permet au chef d'entreprise de se décharger de tout l'administratif lié à l'embauche et à la gestion des ressources humaines, puisque, encore une fois, c'est au groupement d'employeurs qu'incombent ces charges administratives et financières. Les points de vigilance, eh ben, encore une fois, cette histoire de responsabilité solidaire vis-à-vis des dettes contractées à l'égard d'un salarié, c'est-à-dire que si un membre du groupement d'employeurs ne peut pas payer la facture pour la mise à disposition d'un salarié, c'est aux autres entreprises de payer à sa place. Autre point de vigilance, c'est la nécessité de dégager du temps à la mise en place du groupement d'employeurs. Il est aussi tout à fait possible que le groupement d'employeurs ait des salariés, enfin, embauche des gens dont le rôle va être exclusivement la gestion comptable et administrative du GE, donc tous les papiers, etc., de façon à ce que ce ne soit pas les chefs des entreprises membres du groupement d'employeurs qui aient à s'occuper de ça. J'en ai fini pour le groupement d'employeurs.
Alors encore une fois, pour les trois formes de groupement, ce sont des résumés assez brefs. Je vous invite à consulter le rapport complet qui est accessible sur le site de Fibois. Et puis, on va, tout au long des semaines qui viennent, diffuser des témoignages d'entreprises qui ont opté pour l'une de ces formes de groupement. Donc, des ETF qui ont opté soit pour le groupement d'employeurs, qui se sont constitués en groupement d'employeurs. C'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté avec Pro ETF Entraide. Des entreprises de travaux forestiers qui ont constitué un GIE ou bien qui ont l'habitude de répondre à des marchés en GME. Alors, d'ores et déjà, pour les ETF du Calvados qui seraient intéressés par le groupement d'employeurs, vous pouvez vous rapprocher d'une structure qui s'appelle le GE14, structure qui a été rencontrée dans le cadre de cette étude et qui pourra peut-être aller plus loin dans les réponses à vos questions. Et enfin, maintenant qu'on a dit tout ça, je répète que Fibois Normandie est là pour vous accompagner dans la création de votre groupement, si vous le souhaitez. Ce n'est qu'une... On vous fait... voilà. Pour remplir l'objectif de cette étude, on porte à votre connaissance ces formes de groupement. Libre à vous de vous en inspirer ou quoi. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vous encourager peut-être à solliciter le témoignage d'autres entreprises. Donc, moi, je suis vraiment là pour ça, pour vous mettre en relation avec les autres entreprises qui auront témoigné au travers de cette étude, pour que vous puissiez avoir des réponses de chefs d'entreprise et que ce ne soit pas moi, Pierre Gauthier, dans mon bureau à Fibois, qui n'est pas les deux pieds sur le terrain ou qui n'est pas chef d'entreprise, qui vous apporte des réponses. Le but, c'est que vous ayez en face de vous des interlocuteurs qui ont les mêmes problématiques que vous. J'en ai fini pour ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, vous avez tous soit mon adresse mail, soit celle de Fibois Normandie. Donc, je reste vraiment à votre entière disposition pour les moindres questions sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt en forêt ou ailleurs. Au revoir.